Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Le bilan, lecture du mois de novembre, une chouquette d'or, 3 coups de cœur, 8 thrillers, polar, espionnage, Sauveur et fils, tome 3, Marion Muraille. On retrouve Sauveur-Saint-Yves, psychote de compète, et son fils Lazare qui grandit au milieu des différents patients. Entre Jovo, un SDF de 80 ans, ancien de la Légion, qui a gardé avec lui sa mitraillette et qui dort à la cave, Gabin, 17 ans, qui occupe les combles, Sauveur s'en occupe le temps que sa mère sort de l'hôpital. Son amoureuse, Louise, essaie, tant bien que mal, de trouver une place dans la maisonnée, mais toutes les chambres sont prises. Comme chaque fois, Sauveur reçoit les cas les plus improbables, comme M. Carmartin, qui est persuadé d'être sous vidéosurveillance dissimulée dans les plafonds. On est touché quand Maëlys, 4 ans, franchit la porte de son cabinet avec ses parents. Son problème, elle se tape la tête contre les murs pour attirer l'attention de ses parents qui passent leur temps à jouer avec leur smartphone. Et puis, il y a le soir où Sauveur encourage Gabin pour une sortie avec l'un de ses potes, histoire qu'il profite de la vie. Il va voir un groupe de métal, les Idols of Death Metal à Paris. Les premières images qui atterrissent sur les réseaux sociaux, les médias qui diffusent l'indicible, l'attente insupportable. Sauveur doit contrôler la panique qui l'envahit et les remords. Comme un marionnettiste, il démêle nos fils, défait nos nœuds, pour nous permettre de repartir avec de nouvelles armes et affronter la vie. Ces romans sont des parties de vie qui sont aussi justes que passionnants. Entre deux mondes, Olivier Norek, chouquette d'or. Adam est syrien. Policier de métier, il aime profondément son métier. Jusqu'au bout du bout, il va tenter de sauver ce qui peut être dans un pays ravagé par une guerre civile. Arrive le moment où il doit fuir. Il a tout organisé avec sa femme. En premier, il l'envoie avec sa fille loin de ses horreurs. De son côté, le lieutenant Bastien Miller vient être muté à Calais. Bordeaux, Calais, le changement est brutal. Premier choc pour Bastien, son travail, la BSU, Brigade de Sûreté Urbaine, qui traite la petite et moyenne délinquance. Il y a quand même un truc qui le chiffonne. Le camp des réfugiés, dont tout le monde parle, la police n'y entre pas. La jungle de Calais est un magma gigantesque de pauvreté, de tristesse et d'abus. Par un concours de circonstances que seule la vie sait mettre en branle, Bastien rencontre Adam. Après des jours de voyage, il est arrivé dans la jungle de Calais, mais elles ne sont pas là. Adam connaît cette ambiance où la moindre braise peut embraser tout en un instant. Des hurlements le tirent de son cauchemar. Il sort de sa tente et se précipite vers un baraquement de sorte d'écrit. Un enfant y subit des pièces d'outrage. Il se précipite sur les tortionnaires, il se débarrasse des hommes et prend l'enfant avec lui. C'est peu après qu'il rencontre Bastien. Entre flics, ils se reconnaissent. Un mort dans la jungle de Calais ordinaire. Bastien décide d'enquêter tout comme Adam. À travers le regard de Bastien, on découvre une ville prête à exploser. Un port, autrefois prospère, devient chaque nuit le théâtre de guerre entre des hommes, des femmes et des enfants qui tentent de passer une route pour survivre pendant que des policiers épuisés tentent par tous les moyens de les arrêter. Au petit matin, quand l'aube pointe, les uns et les autres ramassent leurs blessés, nettoient ce qu'il y a nettoyé et repartent en arrière. À travers le regard d'Adam, on découvre la jungle, personnage principal du roman, ses codes, ses règles, ses Champs-Élysées. Un énorme cri de colère par un Norek en feu. Une vérité crue, brutale et laide. Il est temps d'en parler. Chouquette d'or pour un roman coup de poing aussi prenant que révoltant. Une colonne de feu de Ken Follett, coup de cœur du tracker. À l'ombre de la cathédrale de Kingsbridge, des destins vont basculer à tout jamais. Sur plusieurs dizaines d'années, nous allons suivre des personnages qui vont se frotter à l'histoire. Des actions qui vont transformer en profondeur plusieurs pays d'Europe. Quand un monarque meurt, les passations de pouvoir sont toujours dangereuses. Tout le monde veut la place. L'accession d'Élisabeth Ier sur le trône plonge le pays dans un chaos indescriptible. Mary Stuart, considérée comme la reine légitime, est soutenue par la puissante famille de Guise. L'Angleterre est traversée par des courants violents entre catholiques et protestants. On se tue entre voisins. La reine Élisabeth fonde l'ébauche des premiers services d'espionnage. Le savoir est le pouvoir. Toute information est bonne. Plus aucun Anglais ne doit mourir pour sa religion. À travers de nombreuses familles, deux retiennent l'attention. Le destin de certains d'entre eux va s'associer à celui de leur nation. Un vrai coup de cœur
pour cette suite réussie, la période choisie par Follett est tout bonnement brillante. La fraternité de la rose, de David Morel. Tome 1 d'un triptyque exceptionnel. Saul et Chris, tous deux orphelins, grandissent dans une école militaire. Les événements qu'ils traversent vont les rapprocher l'un et l'autre. Elliot est celui qui leur sert de père adoptif. À chaque fois qu'il passe les voir, il sort de ses poches des bébés rousses. Les années passent, les enfants deviennent des jeunes adultes pleins d'énergie. C'est les pères qu'ils n'ont plus. Elliot a un poste important au sein de la CIA. Responsable du service Action, Saul et Chris entrent à son service. Bien que très différents l'un de l'autre, ils exécutent leur mission avec brio. Après un certain nombre d'années, Chris décide de raccrocher. Saul reste. Une nouvelle mission d'Elliot arrive. Saul est responsable de mission. Quelque chose d'imprévisible arrive. Au dernier moment, la mécanique, parfaitement huilée, plante. Il manque la cible. Il sait ce qu'il attend. Le monde des renseignements est sans appel. Une mission qui échoue, l'agent doit quitter le service. Saul veut comprendre ce qui a pu se passer. Il découvre que les renseignements étaient délibérément erronés. Cette mission n'avait pas lieu d'être. Il échappe, par miracle, à une tentative de meurtre qui vient de son propre camp. Il doit retrouver Chris et mettre à jour ce qu'il subodore. Qui a pu donner l'ordre de le descendre? Qui savait où le trouver? Saul et Chris se retrouvent. Commence alors une course-poursuite absolument incroyable et une chasse à l'homme hors norme. Une plongée époustouflante et éprouvante dans le monde de l'espionnage. Des scènes d'action spectaculaires, des rebondissements qui arrivent de toutes parts et des personnages tellement attachants qu'on les suit ventre à terre. Ce roman va percuter vos neurones et vous secouer dans tous les sens. Les vacances d'un serial killer de Nadine Monfils. Une famille pépère qui part en vacances au bord de la mer. Son lieu de villégiature, une jolie maison d'hôte au bord de mer avec de belles chambres. Tu parles. À peine arrivé devant la maison d'hôte, la mer est à plusieurs kilomètres et les chambres sont à peine acceptables. La mère de famille a obligé son mari à prendre Mémé avec eux. Alphonse est sur les nerfs. Il a trouvé une solution. Mémé dans la caravane à l'arrière. Pas de bol, un léger accident, la caravane se décroche sans que personne ne s'en rende compte. C'est en arrivant à la maison d'hôte qu'il découvre les surprises. Avant de subir les foudres de sa femme, ils apprennent que Mémé est arrivée bien avant eux et qu'elle a pris leur chambre avec en plus un julot. Le lendemain, le julot en question est sur les rotules avec la tête comme une pastèque. Mémé l'a essoré autant que possible. Il est KO. Mémé, elle, est debout en pleine bourre. Et voilà que Mémé se trouve un nouveau copain et décide de jouer à Bonnie and Clyde. Des macabées qui commencent à s'amonceler. Une histoire complètement déjantée, avec des personnages hauts en couleur, un humour corrosif, en gardant une trame narrative parfaitement structurée. Une lecture qui fait du bien au cerveau et qui nous permet de nous défouler. Sans pitié ni remords de Nicolas Lebel. Le capitaine Daniel Melrich assiste à la mise en terre de son collègue et ami Jacques Morel. Celui-ci a tout prévu pendant ces longues journées passées à l'unité cancéreuse dans laquelle il croupissait. Sa stèle, le curé délirant jusqu'au public. C'est qu'il avait de l'humour, son Jacques. Se tirer dans un énorme éclat de rire. Dans le bureau du notaire, une enveloppe et les directives à suivre pour que l'héritage soit validé. Dans l'enveloppe, un diamant brut qui se trouvait sur une statue africaine. Cette pièce et beaucoup d'autres ont littéralement disparu 10 ans plus tôt. Morel avait supervisé le déménagement de cette pièce et de beaucoup d'autres encore. Présent à côté du notaire, le capitaine Kalongo, la police de l'art. La découverte du diamant lui offre une nouvelle piste dans son enquête et place Jacques Morel dans la position de suspect. Le reste de l'équipe, Latour et Dos Santos, sont placés temporairement sous les ordres du commandant Cuvier, tir au flanc, lèche-botte de première catégorie et chat noir général. Pas le temps de tout réfléchir, ils sont appelés sur un suicide curieux. Quelques heures plus tard, ils observent, impuissants, à la défenestration d'une femme qui avait demandé de l'aide à la police. Latour et Dos Santos enquêtent aux grandes dames de Cuvier. Et si les suicides étaient des meurtres? Les morts s'empilent, les bandits s'enfoncent dans l'horreur, sans que rien ne semble les arrêter. La blague d'un ami qui se transforme en cauchemar chronométré. Jacques Morel a organisé une gigantesque chasse au trésor à coups de sudoku, d'alexandrins et de mots croisés. Une enquête menée tambour battant par un groupe d'enquêteurs survoltés aussi différents qu'efficaces. Les Conjurés de la Pierre de David Morel, le tome 2, super triptyque. Pour oublier ces terribles actions, Drew a organisé sa retraite. Il se retirait dans un monastère du Vermont. C'est dans la rigueur et la prière qu'il
qu'il a trouvé une forme de repos. Une nuit, un commando pénètre dans le monastère et exécute tous les frères qui s'y trouvent. En quelques minutes, l'ensemble de ce que Drew avait réalisé comme travail vole en éclats. Sa vie bascule. Drew est confronté à son passé. Sans s'en rendre compte, ses vieux réflexes s'éveillent. Il aperçoit les ombres, il reconnaît des professionnels. Pour s'en sortir, il replonge dans son entraînement de fauve. Il quitte le monastère et se met à la recherche des complices restants. Qui a ordonné ce massacre? Et surtout pourquoi? Il doit trouver de l'aide. Il a quitté le monde des hommes depuis trop longtemps. La situation du monde a changé, ainsi que celle des hommes. Qui plus est, la confiance dans le milieu des renseignements est très relative. Il va vers la seule personne en qui il a une totale confiance. Arlene, la seule femme qu'il ait aimée. Pendant des années, il a travaillé pour une unité antiterroriste ultra secrète, Scalpel, des agents surentraînés qui agissaient sur tout le territoire. Il était l'un des bras armés et était très doué pour ça. Puis, il a rencontré Arlene et son frère. Avec Arlene, ils se mettent en chasse pour comprendre ce qui a pu arriver. Dans leur recherche, ils trouvent un allié de poids, une société secrète formée par des croyants pour défendre l'Église et tuer en son nom quand ils l'estiment juste. Ils se font appeler les conjurés de la pierre. Pour le moment, Drew et Arlene se servent de la logistique et de ce groupe pour enquêter. Plus il avance, plus il découvre des détournements et autres actions répréhensibles. Tout en enquêtant, des flashbacks parsèment le récit. On en apprend plus sur le travail de Drew pour Scalpel. Un roman d'espionnage incroyablement bien construit, des scènes d'action époustouflantes et des rebondissements ébouriffants. Mort d'un académicien sans tête, de Gilles Schlesser. Coup de cœur du tracker. Oxymore Bollet, journaliste pigiste, doit rédiger un article sur le mot choisi par chaque académicien. C'est le tour d'Edmond de Rohan-Soubise, l'un des immortels, la crème de la crème, l'un des faiseurs de mots. Oxymore s'attend à une interview standard. Grosse surprise. À peine la porte de l'appartement franchie, il se trouve face à un tableau macabre. L'orfèvre du mot a été décapité et l'un des tableaux de son bureau découpé avec rage. La mort a été mise en scène. Frappé par cette mort, Oxymore tente de comprendre. Il semble que la vie de l'académicien soit légèrement différente de ce qu'il affichait. Des nuits endiablées, des ghostwriters qui écrivent à sa place. Ransobis fréquentait une faune détonnante avec un chauffeur, rabatteur et une femme, fermant les yeux sur ses incartades. En faisant différentes recherches, Oxymore arpente les rues parisiennes et s'égare. Nous suivons avec joie. Il se nourrit de leur vitalité, leurs histoires et leurs mots. L'auteur prend plaisir à nous entraîner à travers un Paris méconnu et plein de surprises. Il y associe la peinture et les différents courants qui ont traversé au fil des années. Un vrai coup de cœur pour un roman parfaitement construit dans une ville lumière surprenante. Un héros aussi pétillant que touchant, un regard acéré sur une société du paraître de plus en plus importante. L'enfant dans la neige avec un cartable et un fusil de Stephen Hawks. Marie remonte de Grenoble où elle suit des études pour passer un BTS d'équitation au lycée agricole de la région. Elle descend du bus qui vient de la déposer à Villard-de-Lans. Elle est arrivée dans sa région. Dans quelques heures, elle sort chez elle. Elle trouve deux jeunes garçons qui la remontent. La symphonie de Jean-Sébastien Bach à fond dans les oreillettes. Elle se laisse conduire. Et il est trop tard quand elle se rend compte qu'elle s'est fait piéger. C'est à Bach qu'elle va devoir s'accrocher comme à un rocher pour ne pas sombrer. Les premiers coups pleuvent. Le gendarme Alexandre 15 ans travaille dans sa région. Il doit déclencher une double alerte. Une jeune fille de la région a disparu et une attaque à main armée très curieuse se déroule en ce moment même dans l'agence du Crédit Agricole de Villars. La neige qui tombe drue avec la glace couvre les routes qui empêchent tout renfort. Avec sa collègue Souad, il assiste impuissant à l'attaque de la banque. Des hommes armés de fusils d'assaut pénètrent en force. Souad a compris, ce n'est pas un braquage. Elle tente par tous les moyens de prévenir ses collègues. Elle a reconnu ce type de comportement. L'un des hommes sort de la banque, cerné par les gendarmes. Il est en mission. En quelques instants, l'incroyable s'est produit. Alexandre apprend une deuxième disparition inquiétante d'une jeune femme. Il va devoir tenir une promesse qu'il a faite des années plus tôt. Il n'y a aucune nouvelle concernant la disparition de Marie. Son père décide de prendre les choses en main. Il part chercher Doumé, le parrain de Marie, son frère. Honor et famille. Et puis, il y a ce jeune adolescent. Plus un enfant, pas encore un adulte. Pourtant, il n'est pas banal. Et c'est rien à dire. Il est l'homme qui tua Liberty Valance. Il aime beaucoup Marie. Il décide de partir à sa recherche. Il le fait à sa manière. C'est sa guerre à lui. L'auteur nous saisit
Dès les premières lignes, il nous attrape à la gorge et serre, laissant passer un mince filet d'oxygène. Il a imaginé une histoire complètement dingue qu'il rend parfaitement crédible. On est complètement emporté par ces personnages et cette montée en puissance qui se termine en apocalypse. Une histoire forte et une impression de malaise qui reste un certain temps. Le jeu des ombres, David Morel. À travers le monde, 10 hommes de 70 ans disparaissent brusquement. Erika est frappée de plein fouet par ce mystère. Son père fait partie de l'un des disparus. Avec l'aide de Sol, ils partent à sa recherche. Avec Erika, ils rejoignent la maison où son père vivait. À peine arrivés, ils découvrent les hommes du Mossad. Le responsable est un ami de la famille. C'est de sous-sol qu'ils tombent sur une folie. L'aménagement date de l'ancien propriétaire. Il avait aménagé ces lieux et s'en servait pour cacher et soigner ses patients. Sur les murs, des dizaines et des dizaines de photos, plus tragiques les unes que les autres. Dans les tiroirs, des lettres, des listes, des notes. La sidération et la désolation se dégagent de ces pièces. Erika se rend compte à quel point son père vivait dans ses souvenirs. Pendant leur enquête, ils sont précédés par des individus qu'ils ne connaissent pas. Ce sont des tueurs mondialement connus, Seth et Iceberg. Comment, plusieurs dizaines d'années plus tard, ces mêmes noms peuvent réapparaître? Et si les fils avaient repris le flambeau? Nuit et brouillard recommencent, et cette fois-ci, ils ne s'arrêteront pas. Ils veulent punir les enfants. Pour ça, ils doivent punir les pères, comme ils auraient dû l'être des années auparavant. Ils ont trop perdu dans ces camps. Pour empêcher cette vengeance, Seth et Iceberg, implacables et redoutables. La rencontre avec Drew et Harlan va changer la donne. Ensemble, ils vont pouvoir clôturer une histoire vieille de 50 ans. Le dernier livre d'être type tout simplement ahurissant et magique. L'auteur décide de réunir des personnages de 2 romans, La Fatalité de la Rose, Les Conjurés de la Pierre. C'est énorme. Là où elle repose, de Kimberly McWright, coup de cœur du tracker, vraiment marqué par ce livre. Dès le prologue du livre, le lecteur est mis en tension. Dans Riverdale, petite ville universitaire New Jersey, quelqu'un enterre le cadavre d'un nouveau-né et les serviettes ensanglantées. Un fait divers sordide et terrifiant. Dès la découverte du petit corps, la ville s'agite et s'électrise. Depuis 5 ans, Molly Anderson travaille dans le journal du coin, le Riverdale Reader. À peine le corps découvert, son patron l'appelle. Il a besoin qu'elle couvre la nouvelle auprès de la police. La situation est un peu délicate. Molly a elle-même perdu un enfant en bas âge et ne s'en est jamais vraiment remise. Sans vraiment se poser de questions, elle se décide. Elle y va et fait son article. Riverdale est une ville calme et plutôt aisée. La criminalité est proche de zéro. Derrière ces maisons trop parfaites, certaines situations semblent difficiles, voire insurmontables. Pour Amelia, qui m'avait beaucoup marqué, là où elle repose est encore meilleure. L'auteur travaille sur plusieurs supports, plusieurs types de personnages, afin de mieux nous faire entrer dans l'aventure. La caisse de résonance des réseaux sociaux étouffe tous les protagonistes. On suit ce roman avec, comme fil rouge, Molly qui enquête et apporte chaque jour de nouveaux faits à son article. Par moments, on retient sa respiration. Cette tension nous tient tout au long du livre. Des situations qui glacent et un dénouement frappant qui coupe le souffle. L'Arménien de Karl Pino. L'Arménien, c'est Lucasian. Il est retrouvé mort dans la forêt de Toufou le 22 décembre 1989. Il a été abattu. Qui? Pourquoi? À travers son seul ami, Bertrand, coiffeur et écumeur des soirées, toutes catégories, nous allons découvrir une partie de son personnage. Avec Françoise Jeguin, psychiatre qui le suit depuis son adolescence, on va découvrir ses esquilles, ses bosses et ses plaies. C'est aussi le travail de l'inspecteur Greg Brandt. Il connaissait l'homme qui est mort. À travers son ami, sa thérapeute et des flashbacks savamment orchestrés, on découvre Luc, son évolution dans la vie jusqu'à la mort. La première rencontre avec Bertrand va bouleverser sa vie. À cette époque, Bertrand est de toutes les soirées tendances. Il se prend d'affection pour Luc. Il lui ouvre les portes des nuits nantaises, tout en lui expliquant les codes et les us et coutumes. Avide d'apprendre, Luc suit, écoute, observe. Il a trouvé sa voie. Presque naturellement, sa silhouette de loup efflanquée interpelle ou excite ses seconds. Sa beauté et son charisme font de lui une personnalité importante de la communauté de la nuit nantaise. On le voit grandir, évoluer, s'imposer. On découvre la faune multiple des nuits nantaises et des différents courants qui traversent cette période. Par où viendra le premier
et le dernier des coups. La fin surprend par une intensité forte. Une heureuse surprise pour un polar parfaitement construit, une vraie réussite. J'espère que vous avez aimé ce résumé du mois. Likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous, mangez les chouquettes, à bientôt, au revoir.